Vous êtes-vous déjà demandé combien il y a de pays dans le monde? 50? 100? 200? 500? La réponse varie énormément selon à qui vous posez la question. De nombreux États, qui existent pourtant bel et bien dans les faits, ne sont reconnus que partiellement, voire pas du tout, par les autres pays. Nous allons les évoquer maintenant. Pour qu'un État puisse exister, il faut qu'il possède un territoire, une population et des institutions pouvant exercer la souveraineté sur ce territoire. En 2017, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, reconnaît officiellement 197 pays, dont 193 États membres de l'ONU, et 2 États observateurs non membres, la Palestine et le Vatican, ainsi que 2 États non membres et non observateurs, l'île de Niue et les îles Cook. Sur le papier, cela paraît simple. Mais si on demande à certains pays membres de l'ONU quel est selon eux le nombre de pays existants, la réponse peut être différente. Sur les 193 États membres de l'ONU, 6 ne sont pas reconnus par tous les États membres. L'Arménie n'est pas reconnue par le Pakistan, la République de Chypre n'est pas reconnue par la Turquie, la République populaire de Chine n'est pas reconnue par une vingtaine de pays membres de l'ONU, nous en reparlerons plus tard dans cette vidéo, la Corée du Nord n'est pas reconnue par la Corée du Sud, et inversement, la Corée du Sud n'est pas reconnue par la Corée du Nord, et enfin, 31 pays membres de l'ONU ne reconnaissent pas l'existence de l'État d'Israël. Il existe aujourd'hui 7 pays qui ne sont pas membres des Nations Unies, mais qui sont reconnus par au moins un État membre de l'ONU, à savoir Taïwan, le Kosovo, la Palestine, le Sahara occidental, la République turque de Chypre du Nord, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Il y a ensuite 4 États non membres des Nations Unies qui ne sont reconnus que par des États eux aussi non membres. Le Haut-Karabakh, la Transnistrie, la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk. Il y a enfin un État non membre qui n'est reconnu par aucun pays dans le monde, il s'agit du Somaliland. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo à 3 cas, Taïwan, le Kosovo et 2 pays au destin lié, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. À partir de la fin des années 20, une guerre civile oppose le parti nationaliste mené par Chiang Kai-shek, Kuomintang, au parti communiste dirigé par Mao Tse-tung. Lorsque le Japon envahit la Chine en 1937, les 2 ennemis font bloc commun face à l'envahisseur. Mais une fois le Japon vaincu en 1945, la guerre civile reprend de plus belle. Profitant du soutien massif des soviétiques et de l'épuisement des forces nationalistes lors de la guerre contre les Japonais, les communistes remportent la guerre civile chinoise et le 1er octobre 1949, Mao Tse-tung proclame à l'entrée de la cité interdite de Pékin la fondation de la République populaire de Chine. De leur côté, les nationalistes du Kuomintang se réfugient sur le dernier territoire non contrôlé par les communistes, l'île de Taïwan, anciennement connue sous le nom de Formose. La République de Chine devient le nom officiel de Taïwan. Pourtant, au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le régime nationaliste, donc Taïwan, qui représente toute la Chine en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, aux côtés des États-Unis, de l'Union soviétique, du Royaume-Uni et de la France. Cette situation agace profondément les soviétiques qui décident de boycotter l'ONU. Ce boycott soviétique des Nations Unies va avoir des conséquences majeures, car cela va permettre aux États-Unis de faire voter la résolution permettant une intervention dans la guerre de Corée pour sauver la Corée du Sud. Le détroit de Formose, qui sépare Taïwan de la Chine continentale, connaît une tension très forte. Des escarmouches militaires ont lieu régulièrement et les autres États à travers le monde sont obligés de reconnaître soit la République de Chine, Taïwan, soit la République populaire de Chine. Dans les années 50, en pleine guerre froide, tous les États communistes reconnaissent la Chine de Mao, tandis que la plupart des autres pays dans le monde établissent des relations diplomatiques avec la République de Chine, Taïwan. Il est à noter toutefois qu'en 1964, le général de Gaulle, dans le cadre de sa politique d'indépendance vis-à-vis des États-Unis, décide de rompre les relations diplomatiques entre la France et Taïwan pour en établir avec la Chine de Mao. Mais le véritable tournant a lieu en 1971,
lorsque la République populaire de Chine récupère le siège permanent de la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies aux dépens de Taïwan. L'année suivante, en 1972, profitant des tensions croissantes entre la Chine et l'URSS, le président américain Richard Nixon effectue un voyage historique à Pékin où il échange une poignée de main restée célèbre avec Mao Tse-tung. Mais ce n'est qu'en 1979, sous la présidence de Jimmy Carter, que les États-Unis rompent leurs relations avec Taipei, capitale de Taïwan, et en établissent à la place avec Pékin. Entre-temps, suite à la mort de Mao, la Chine, sous la conduite de Deng Xiaoping, a lancé des réformes économiques dans le but de moderniser le pays et de l'ouvrir aux investissements étrangers. Le potentiel énorme du marché chinois pousse alors de plus en plus de pays à rompre leurs relations avec Taïwan au profit de Pékin. Cela n'a pas empêché Taïwan de connaître à partir des années 70 un développement économique fulgurant et une démocratisation dans les années 80. Sur le plan économique, Taïwan fait partie des 4 dragons asiatiques avec la Corée du Sud, Hong Kong et Singapour. Mais la Chine, qui n'accepte d'établir des relations diplomatiques avec un pays qu'à condition que ce dernier ne reconnaisse pas Taïwan, va user au maximum de son énorme avantage démographique pour détourner de plus en plus de pays de Taïwan. Aujourd'hui, seulement 20 pays, dont 19 membres des Nations Unies, reconnaissent Taïwan. 6 en Océanie, 5 dans les Caraïbes, 5 en Amérique centrale, 2 en Afrique, 1 en Amérique du Sud et 1 en Europe, le Vatican. Cela n'empêche pas Taïwan, dont le nom officiel, je le rappelle, est République de Chine, d'être un des pays les plus riches du monde et une véritable démocratie. Il est à noter enfin, sur le plan sportif, que Taïwan reste un membre à part entière du CIO et de la FIFA, mais avec un drapeau différent du drapeau national et portant le nom de Taipei chinois. Après avoir évoqué Taïwan, nous allons revenir en Europe, plus précisément dans les Balkans, pour parler du Kosovo. En 1945, la Yougoslavie devient un pays communiste dirigé par le maréchal Tito. Ce dernier divise cet état multiethnique des Balkans en plusieurs républiques, 6 au total. Dans la principale, la République de Serbie, où se trouve la capitale, Belgrade, sont créées 2 entités autonomes. Au nord, la Voïvodine, peuplée de Hongrois, et au sud, le Kosovo, majoritairement peuplé d'Albanais. Alors que les Serbes sont un peuple chrétien orthodoxe, les Albanais sont en majorité musulmans. Mais en 1990, Slobodan Milošević, président de la République de Serbie au sein de la Yougoslavie, met fin au statut d'autonomie du Kosovo et encourage les populations serbes à habiter davantage dans ce territoire. Tandis que le nationalisme serbe de Milošević va précipiter l'éclatement de la Yougoslavie, les Albanais du Kosovo se sentent de plus en plus opprimés et les plus radicaux d'entre eux créent en 1996 l'armée de libération du Kosovo, ou UÇK, qui mène une véritable guérilla. Face à l'ampleur des combats et au risque d'un nouveau nettoyage ethnique semblable à celui qui a eu lieu il y a quelques années en Bosnie, et devant l'impuissance de l'Union européenne, les États-Unis, sous le commandement de l'OTAN, décident d'agir. Suite à l'échec des négociations, notamment lors de la conférence de Rambouillet, l'OTAN lance le printemps 1999 des bombardements aériens sur la Yougoslavie, notamment sur la capitale Belgrade. Au bout de quelques semaines, les Serbes capitulent et le territoire du Kosovo passe sous contrôle d'une force de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUC. Bien que faisant officiellement toujours partie du territoire serbe, le Kosovo est dès lors de facto en dehors du contrôle des autorités de Belgrade. Au cours des années 2000, plusieurs négociations ont lieu entre les autorités provisoires du Kosovo installées dans la capitale du territoire, Pristina, et les autorités serbes, mais ces négociations n'aboutissent pas. Au cours des années 2000, les velléités indépendantistes des Albanais du Kosovo s'accroissent, et le 11 février 2008, le Kosovo proclame unilatéralement son indépendance. Aujourd'hui, le Kosovo est reconnu comme étant un État indépendant à part entière par 114 États, dont 111 sont membres des Nations Unies. Pour autant, le Kosovo ne fait toujours pas partie des Nations Unies, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, parmi les États qui ne le reconnaissent pas,
Il y a deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie et la Chine. Or, pour qu'un État puisse être membre de l'ONU, il faut qu'il soit reconnu par les 5 États membres du Conseil de sécurité. Il est à noter qu'au sein de l'Union européenne, 5 États membres refusent toujours de reconnaître l'indépendance du Kosovo. Parmi eux, l'Espagne, à cause de ses minorités catalanes et basques, la Slovaquie et la Roumanie, à cause de leur minorité hongroise, enfin, la Grèce et Chypre, en tant que pays chrétiens orthodoxes, affichent leur solidarité avec la Serbie. Par ailleurs, on peut considérer aujourd'hui que ce sont les Serbes du Kosovo qui sont persécutés par la majorité albanaise. Les Serbes vivant au nord du Kosovo, notamment dans la région de la ville de Mitrovice, sont de facto hors de contrôle du gouvernement de Pristina. Bien évidemment, les Serbes refusent de reconnaître l'indépendance du Kosovo, et ce principalement pour deux raisons. D'abord, les Serbes considèrent que l'intervention de l'OTAN au Kosovo en 1999 est illégale car elle a été faite sans l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. On peut d'ailleurs imaginer que si l'OTAN avait demandé aux Nations Unies leur avis, la Russie et peut-être aussi la Chine auraient certainement posé leur veto. Mais l'autre raison, peut-être la plus importante, est liée à l'histoire. Les Serbes considèrent en effet que le Kosovo est le berceau de leur nation, car c'est dans cet endroit précis qu'a eu lieu en 1389 la bataille du Champ des Merles, Kosovo-Polier en serbe, qui, bien que marquée par la défaite des Serbes face aux Ottomans et le début de la domination de leur pays par les Turcs, est un fondement majeur de leur identité. Bien qu'il ne fasse toujours pas partie des Nations Unies, le Kosovo a d'ores et déjà adhéré à plusieurs autres organisations internationales telles le FMI, la Banque mondiale, mais aussi la FIFA et le CIO. Le Kosovo a participé pour la toute première fois de son histoire aux Jeux Olympiques à Rio en 2016, où il a remporté une médaille d'or en judo. Après avoir adopté le Deutschmark comme monnaie en 1999, le Kosovo a adopté l'euro dès 2002 et l'utilise toujours aujourd'hui, bien qu'il ne fasse pas partie de la zone euro et de l'Union européenne. Mais le Kosovo, c'est aussi un État gangréné par la mafia et la corruption, avec un taux de chômage avoisinant les 40% et où plus de 10% de la population a émigré depuis l'indépendance en 2008. Pour le troisième et dernier exemple de cette vidéo, nous allons parler non pas d'un, mais de deux pays, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. La Géorgie était une des 15 républiques qui constituaient l'Union soviétique. En son sein se trouvaient deux républiques autonomes, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, car au sein de ces républiques autonomes se trouvaient des populations différentes des Géorgiens, les Abkhazes et les Ossètes. En 1991, au moment de l'effondrement de l'URSS, la Géorgie, nouvellement indépendante, revendique sa souveraineté sur les républiques autonomes d'Abkhazie et d'Ossétie, mais en réalité, elles échappent à son contrôle. Et suite à la guerre civile géorgienne de 1991-1993, soutenue par la Russie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud sont de facto indépendantes du pouvoir géorgien. La révolution des Roses de 2003 et l'élection l'année suivante de Mikhaïl Saakashvili à la présidence de la République géorgienne changent la donne. Saakashvili, qui souhaite faire adhérer la Géorgie à l'OTAN, est déterminé à rattacher ces deux territoires à son pays. Le 8 août 2008, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, la Géorgie lance une offensive militaire contre l'Ossétie du Sud. Mais la Russie réplique immédiatement. La guerre dure moins d'une semaine, mais au cours de ce laps de temps, l'armée géorgienne est largement battue par l'armée russe, qui occupe une partie du territoire géorgien et arrive aux portes de la capitale, Tbilissi. La guerre ne prend fin que grâce à la médiation de la présidence française de l'Union européenne. L'accord signé entre Bruxelles, Tbilissi et Moscou stipule que la Russie retire ses troupes du territoire géorgien. Le problème, c'est que pour la Russie, le territoire géorgien ne correspond pas vraiment à celui défini par les Occidentaux. En effet, dès la fin de la guerre, la Russie reconnaît formellement l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Aujourd'hui, seulement 4 États membres des Nations Unies reconnaissent la souveraineté de ces territoires. La Russie donc, mais aussi le Nicaragua, le Venezuela et l'île de Nauru dans le Pacifique. 9 ans après le conflit, la situation
n'est toujours pas réglé. Les tensions restent vives entre Moscou et Tbilissi, et l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud sont de facto passés sous le contrôle de la Russie. Cette dernière y a installé des facilités militaires, et le rouble russe est la principale monnaie utilisée dans ces deux entités. Depuis plusieurs années, le gouvernement d'Ossétie du Sud demande d'ailleurs le rattachement à la République autonome d'Ossétie du Nord, donc à la Russie. On l'a vu, que ce soit pour Taïwan, que ce soit pour le Kosovo, ou pour l'Abkhazie, ou encore l'Ossétie du Sud, mais aussi pour d'autres exemples de territoires, le choix d'un État de reconnaître ou pas ces pays relève d'une pure volonté stratégique. Et c'est sur cette réflexion que s'achève cette vidéo. Je vous retrouve dans quelques jours. Salut, à bientôt!